Ok, donc le dossier 4 maintenant, qui est le dernier dossier de pédopsychiatrie. Et là, on est sur de la pure pédopsychiatrie, parce qu'on est sur un enfant de 4 ans qui présente un autisme. Donc ça, vous l'avez vu dans le dossier, c'était pas très difficile. À chaque fois, c'est vrai, je ne reprends pas l'énoncé, parce que j'oriente la correction sur la manière dont j'ai posé les questions, et pas forcément sur la manière de lire l'énoncé. Vous le ferez dans d'autres conférences, c'est vrai que c'est pas ma façon de faire, en tout cas pour les conférences, là en D3. Question numéro 1. En considérant qu'il a bien suivi son calendrier vaccinal, quels vaccins doivent être faits à cette consultation? Donc, en gros, vous reprenez l'âge du patient, il a 4 ans, normalement tous les vaccins doivent déjà avoir été faits auparavant, puisque le BCG est recommandé si l'enfant est à risque de tuberculose, et si cela n'a pas été fait, on peut le faire jusqu'à 15 ans. Bon. Mais a priori, on a dit qu'il avait bien suivi le calendrier vaccinal, donc c'est fait. C'est fait ou c'était pas à faire. Le DTP, le diphtérie, tétanos, coqueluche, polio et hépatite B ont dû être faits. Le vaccin antipneumococcique a dû être fait à 2 mois avec un rappel vers 12 ou 15 mois s'il a été fait. Et le ROR a aussi dû être fait à 4 ans normalement, il n'y a plus rien à faire. Mais peut-être quand même dans votre réponse, justifier en redonnant le calendrier vaccinal. C'est une question sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder parce que ce n'est pas une question de psychiatrie. On va aller peut-être plus en avant dans l'observation. Quels arguments dans l'observation sont-ils évocateurs de ce diagnostic? Quel diagnostic associé devez-vous aussi évoquer? Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est comme d'habitude en psychiatrie, dans l'autisme, il y a un trépied diagnostique avec 3 grands axes à savoir retrouver et à argumenter dans l'observation. Le premier axe, c'est des troubles de la socialisation. Le deuxième axe, c'est des troubles de la communication. Et le troisième axe, c'est des troubles du comportement. Vous mettez ces 3 axes sur votre copie, et pareil, vous allez chercher dans le texte les éléments qui s'y réfèrent, qui s'y rapportent, et vous organisez votre pensée comme ça. Le fait, par contre, il y a un grave retard de langage, le fait que sa mère ne se soit pas inquiétée avant, et qu'elle ne vienne pas vous consulter pour ça, c'est-à-dire que là, il a quand même des troubles du comportement qui sont majeurs, il a quand même tout un tableau d'autisme, il doit dénoter par rapport aux autres enfants à l'école, le fait que sa maman s'en est pas inquiété, il n'a pas remarqué, doit vous faire évoquer une négligence. Et là, dans ce dossier, par contre, on vous en voudrait de ne pas le parler, parce qu'il y a des arguments cliniques pour le faire. Donc on est sur un dossier de pédopsie, on est sur un dossier de pédiatrie, quelque part, le réflexe, c'est de marquer maltraitance, négligence dans un coin de votre pensée. Dans le premier dossier, il n'y avait pas forcément lieu de le ressortir quelque part, parce que vous n'aviez aucun argument, etc. Là, par contre, vous pouvez peut-être être un petit peu plus inquiet et l'évoquer, en tout cas, évoquer le mot-clé de maltraitance, c'est important dans ce dossier. Je vous fais toujours travailler les réflexes, mais maintenant, il faut les utiliser de manière raisonnée à chaque fois que vous avez un dossier, et toujours vous baser sur l'histoire clinique qui vous est donnée dans le dossier pour utiliser vos réflexes, quoi. Question 3. Concernant l'autisme, quels sont les examens cliniques et complémentaires à réaliser dans un but diagnostique? Donc là, on va garder un point clé en pédopsychiatrie, c'est que l'évaluation et la prise en charge va être quelque chose de pluridisciplinaire. Donc, le diagnostic, initialement, il est clinique et on peut s'aider d'échelles diagnostiques simples pour faire le diagnostic. Vous n'avez pas à retenir le nom des échelles. L'évaluation de l'autisme est donc pluridisciplinaire, qui repose sur l'examen clinique, donc ça on vient de le dire, qui est essentiel et qui est le premier axe pour le diagnostic. Le bilan psychologique, avec des tests psychométriques. Donc là c'est pareil, vous n'avez pas à connaître les tests qui vont être passés. Alors il peut y avoir des tests plutôt de QI, plutôt de performance, qui vont être faits passer, ou des tests plutôt un petit peu finalement d'échelle de fonctionnement socio-adaptatif, qui sont finalement fait passer par les psychologues. Un examen du langage et de la communication, donc toujours penser à orthophoniste. Dans une prise en charge pédopsychiatrique, c'est psychologue, orthophoniste et psychomotricien. Ce sont donc orthophonistes et psychomotriciens, 2 paramédicaux, et psychologues qui ne sont pas paramédicaux, mais en tout cas qui aident dans le diagnostic de l'autisme. À ce bilan, il faut rechercher l'anomalie. Il faut ajouter la recherche d'anomalies et de pathologies associées
avec la reprise dans votre examen clinique des antécédents familiaux. Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a un terrain de X fragile ou des déficiences dans la famille, est-ce qu'il y a des troubles génétiques, etc. dans la famille, et un examen clinique qu'il faudra faire un peu plus profond, enfin de manière plus approfondie, parce que c'était quand même pas très bien détaillé dans l'énoncé. Les investigations maintenant complémentaires, au-delà des bilans, qu'il va falloir demander, sont un examen de la vision, un examen de l'audition, celui-là on vous en voudra si vous n'y pensez pas, c'est vraiment classique, et le diagnostic différentiel ça peut être une surdité, peut-être pas dans ce cas-là, mais dans d'autres cas avec un dépistage d'autisme précoce, vous pouvez avoir un diagnostic différentiel vraiment de surdité à évoquer. Il faut demander une consultation neuropédiatrique, il faut demander une consultation génétique, et cette consultation génétique fera au moins un cariotype standard et une recherche de l'X fragile, dont on a déjà parlé. Il faut peut-être demander, mais alors ça c'est à discuter un petit peu au cas par cas, un EG de veille et de sommeil. D'autres investigations seront orientées par votre clinique. Donc ceux qui ont parlé de TDM, d'IRM, etc., ce sera vraiment au décours du bilan neuropédiatrique qu'on posera l'indication de cet examen. En tout cas, ce n'est pas sur le simple examen du pédopsychiatre qui va s'occuper du patient ou du médecin généraliste qu'on prescrira l'IRM de base. Donc pour l'ENC, ce n'est pas un examen vraiment à retenir en première ligne. Le diagnostic se confirme. Quels sont les grands axes de votre traitement? Donc toujours en psychiatrie, il faut évoquer plusieurs choses. Donc d'abord le trouble psychiatrique, comment on le traite? On le traite par des moyens psychothérapeutiques, on le traite par des moyens médicamenteux. Et ensuite le retentissement de ce trouble, c'est-à-dire le handicap, comment on le prend en charge? L'autisme, il va falloir toujours raisonner aussi en termes de handicap. Donc handicap, on va parler de rééducation, orthophonie et psychomotricité. L'utilisation de psychotropes va être possible donc pour traiter le trouble autistique, par exemple pour les stéréotypies. Et là, on ne vous demandera pas de rentrer dans le détail si vous prescrivez plutôt des neuroleptiques, si vous prescrivez plutôt des antidépresseurs, des anxiolytiques. Tout ça, c'est vraiment de l'ordre du spécialiste. Et puis ensuite, psychothérapie. Et vous pouvez citer, comme d'habitude, la psychothérapie comportementale, avec un travail justement sur la sociabilisation et d'apprendre des capacités finalement qui vont permettre aux patients autistes un petit peu de s'en sortir un petit peu mieux. Éventuellement, donc là, maintenant, on passe au versant vraiment rééducatif, donc au versant handicap, mesures éducatives, si l'enfant le permet. Il faut favoriser son intégration scolaire si c'est possible, s'il est intégré. Il faut mettre en place des aides socio-économiques avec l'ALD 30 et des aides financières qui vont être possibles pour les parents. La prise en charge de la famille est fondamentale, ça c'est clair, avec psychothérapie de soutien au moins, et puis beaucoup d'informations aux parents, donc prendre du temps dans une consultation d'annonce pour leur apprendre le diagnostic, et puis les revoir régulièrement. Beaucoup d'informations à donner aux parents, et donc une guidance parentale. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a dit que l'intégration scolaire allait être privilégiée si elle est possible, mais elle se fera avec, par ailleurs, une prise en charge en hôpital de jour, où justement l'équipe pluridisciplinaire, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, infirmier psychiatrique et donc médecin psychiatre vont prendre en charge l'enfant avec des groupes, prise en charge de groupe ou individuelle. Toute la prise en charge sera discutée un petit peu au cas par cas dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, ce n'est pas nécessairement un mot-clé qu'il faut ressortir, mais le principe est un peu le même qu'en cancérologie, quoi. On se réunit avec les différents professionnels qui interviennent et on discute au cas par cas de la situation, on évoque un petit peu le devenir du patient, la prise en charge. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans la pratique quotidienne, dans les hôpitaux de jour. Donc le mot hôpital de jour est quand même peut-être un mot-clé aussi qui pourrait être important pour la prise en charge du patient autiste. Question suivante, la dernière question. 2 ans après le début de la prise en charge, il y a une certaine évolution avec des progrès au niveau du langage. Il présente par contre une écholalie. Il a moins de troubles du comportement et moins d'instabilité, même s'il est toujours très perturbé par des changements. Mais un matin, il est amené dans le service pour une recrudescence
inhabituelle des troubles du comportement. Comment expliquez-vous la survenue de ces troubles et quelle sera votre conduite à tenir? Donc en fait, ce qu'il faut voir dans cette question, c'est qu'un trouble du comportement chez un patient autiste peut venir d'un facteur de stress psychologique, mais peut venir aussi d'un problème somatique. Donc il faut évoquer les causes psychologiques, évoquer les causes somatiques de souffrance ou de malaise, et il faut faire donc un examen somatique important pour voir s'il n'y a pas un problème somatique, je ne sais pas, une infection, quelque chose comme ça, pour expliquer cette modification subite du comportement. Donc ça, c'était pour revenir sur quelque chose d'un petit peu transversal. Devant un trouble du comportement, il faut penser systématiquement à une cause somatique. Donc toujours un des réflexes du raisonnement en psychiatrie, l'organicité, elle est quelque part. Là aussi, le deuxième réflexe, prise en charge du risque de suicide, il n'est pas important, il n'est pas adapté à ce dossier. Donc vous n'allez pas parler de prise en charge du suicide chez ce patient, bien évidemment. Donc les réflexes, à utiliser toujours avec précaution, mais à avoir en tête, comme par exemple la question dans ce dossier de la maltraitance à évoquer, et peut-être aussi à plus évoquer dans votre phase de bilan, justement, voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la dynamique familiale, comment ça se passe à la maison, est-ce qu'il y a des carences éducatives, est-ce qu'il y a des carences affectives. Ça va être des choses un petit peu à évaluer aussi durant la phase initiale d'évaluation de cet autisme. Voilà, donc je vous remercie pour ces 4 dossiers et puis pour toutes ces conférences de D3. Ah merde. Est-ce que c'est vraiment le programme? Ah oui, alors une dernière question avant de finir, c'est est-ce que l'autisme est vraiment au programme? Et c'est sûr qu'il n'y a pas d'item autisme dans le programme. Maintenant, c'est quelque chose qui peut tomber parce que c'est quand même à la mode, l'autisme, et notamment le diagnostic précoce. Donc là, on n'était pas sur un dossier de diagnostic précoce de l'autisme, mais un dossier de diagnostic précoce peut tomber. Il y en a un, par exemple, dans le 24 dossiers par pôle de psychiatrie. Donc ça, vous pouvez aller travailler dessus. Il ressemble à peu près à celui-là, mais c'est plus une phase précoce. Et il y a plus d'éléments quand même somatiques, d'intrication somatique. Donc à aller bosser. Donc quelque chose à la mode, c'est quelque chose de potentiellement tombable. Maintenant, dans quel contexte ça pourrait tomber? Ça ne pourrait pas tomber vraiment dans un contexte de dossier que d'autisme, ça pourrait tomber dans un contexte de dossier item 32, développement psychomoteur, donc avec un trouble du développement psychomoteur, et à évoquer une étiologie de ce trouble du développement psychomoteur, c'est-à-dire l'autisme, et ensuite d'évoquer une prise en charge, mais pas non plus dans le cadre de l'autisme, mais une prise en charge dans le cadre du handicap, justement comment vous prenez en charge ce handicap chez un enfant. Eh bien, chez un enfant, on met en place des mesures adaptées, soutien des parents, on essaye de favoriser la scolarité, on met en place la LD30, on met en place des allocations pour l'éducation. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel il serait posé. Donc c'est vrai que c'est une bonne question, mais l'autisme est tout à fait tombable du coup sur la base de choses vraiment très transversales et transdisciplinaires. Donc oui, c'est une pathologie qui est tombable. Maintenant, comme je vous disais, la pédopsychiatrie, ça tombera peut-être moins que la psychiatrie adulte, mais ça peut tomber.